Le CIMI, le salon de l'immobilier d'entreprise. Faire de demain le plus bel endroit à vivre du 6 au 8 décembre 2022 au Palais des Congrès à Paris. En partenariat avec TK Elevator sur Radio Imo. Et voilà, il est 15h49, nous sommes en direct toujours ici au CIMI, dernière édition 2022, édition 2022, dernier jour. On est ravis d'être avec vous. On a quand même passé une semaine assez mouvementée, c'est le moins qu'on puisse dire, entre le congrès FNIM du Carrousel du Louvre et le CIMI ici Porte-Maillot. Voilà, on va parler un petit peu d'un sujet hautement polémique, on peut dire les choses comme ça, sur la gouvernance de la donnée. Et moi, je dirais même, par extension, de la souveraineté numérique. À qui appartiennent les données ? Qu'est-ce qu'une donnée d'abord ? À quoi sert-elle ? Qui peut-être en revendiquer la propriété ? Et comment, en utilisant la donnée, en ayant ou en manipulant la donnée, on peut orienter, pourquoi pas par exemple, des politiques publiques, des infrastructures. On l'a déjà vu à plusieurs reprises sur un certain nombre de sujets. Pour discuter de ce sujet, on va débattre pendant cette interview avec deux personnes qui connaissent bien le monde du numérique et pour cause. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Pascal Zerates. Bonjour Pascal. Bonjour. Ça va Pascal ? Ça va très bien. Voilà, alors Pascal, en pleine forme, hein, malgré le climat morose. Hein. En pleine forme. Hein, toujours. Toujours. Voilà, c'est pas de la méthode Coué, mais c'est de l'optimisme résolu. Alors, directeur général de Cardam Digital. Voilà. Oui. Voilà, j'avais connu Cardam Connect et maintenant on est sur Cardam Digital. Voilà, Cardam Digital, c'est la nouvelle version depuis 3 ans de Cardam Connect en fait. Donc nous, on a migré sur le métier de l'entreprise de services numériques dédié au secteur du tertiaire, donc de l'immobilier tertiaire. Et voilà, on fabrique des applications pour fluidifier le parcours de l'occupant. Et on fabrique aussi des applications pour faire du pilotage des équipements actifs du bâtiment, dont la partie énergétique, bien entendu. Et ainsi que notre maître à tous, le prophète des temps modernes, celui qu'on écoute toujours d'une oreille attentive. Certains le qualifient parfois d'un don d'ubiquité, d'autres d'une vision prophétique. Il y en a même qui l'appellent Cassandre aussi, dans une certaine mesure. En tout cas, il dit des choses parfois, on va dire, étonnantes, sidérantes, mais toujours avec beaucoup de vérité dans le fond. Il est le fondateur de Smart Building Alliance, qu'il a d'ailleurs quitté assez récemment. C'est Emmanuel François. Salut Emmanuel. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Mais c'est vrai. À chaque fois que tu viens sur le plateau, tu as d'abord une vision qui fait extrêmement singulière et des combats qui sont importants. Et tu as ce don, hein, moi on peut même parler de don, c'est de mettre toujours le point sur des sujets extrêmement tendus, très particuliers, dont personne n'essaye finalement non seulement de comprendre, mais peut-être que c'est tellement complexe qu'ils hésitent à entrer dans cette règle du jeu. Quand tu parles, on va parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la gouvernance de la donnée. En réalité, de quoi on parle quand on dit gouvernance de la donnée ? Est-ce que ça veut dire, dans le sens du débat, je gouverne la donnée, donc je suis le patron et c'est moi qui dirige tout, et à la limite, j'ai du pouvoir sur toi, et finalement, j'ai un pouvoir sur les infrastructures, et finalement, j'ai un pouvoir sur un pays, et par extension, plus globalement, il y a quelque chose d'assez sidérant dans l'idée même de la gouvernance de la donnée. Une gouvernance, ça peut être aussi partagé. Hein. Oui, donc c'est comment, oui. Voilà, c'est comment. Je te la fais courte. Ouais, c'est comment gouvernance, c'est propriété aussi. Comment on pense la démocratie numérique, en fait. Voilà, donc c'est plutôt ça. Il peut y avoir une démocratie numérique. Bien sûr. En fait, il faut partir du début. On a en fait déployé le numérique. Ça fait quoi ? Ça fait un quart de siècle. Mais on n'a pas remis en cause nos modèles. Or, le numérique est ubiquitaire. On l'a utilisé comme un outil, alors qu'en fait, c'est consubstantiel. Le numérique est consubstantiel à l'être humain. C'est le prolongement de l'être humain. Il est également maintenant consubstantiel au bâtiment. C'est le prolongement du bâtiment. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je ne maîtrise pas, moi, citoyen Emmanuel François, ma donnée, je ne maîtrise pas ma vie. Ah oui. Je ne maîtrise pas ma destinée. Ça va loin. Bien sûr. Et moi, gestionnaire d'un bâtiment, si je ne maîtrise pas la donnée du bâtiment, les données du bâtiment,
eh bien, je perds une partie de la valeur du bâtiment, car je ne peux pas agir finement sur les équipements et donc apporter une valeur servicielle attendue par les usagers. C'est fondamental. Or, aujourd'hui, cette donnée, elle est répartie dans le cloud de différents acteurs, que ça puisse être des prestataires de services, des locataires, des propriétaires, des entreprises générales, enfin, que sais-je. Et si je veux... J'avais une petite blague. Voilà. C'était dans le cloud François. Elle est bonne, celle-là. Non, on est d'accord. Ouais. Hein, Ouais. tu comprends pourquoi. C'était mon oncle. Non, mais tu comprends pourquoi je souriais. Je me disais, c'est le cloud François. Mais justement, Pascal, ce que tu dis est terrifiant. Moi, je te le dis entre nous. Hein. Oh, pas terrifiant. Je pense que... Ah si. Je pense qu'on est à l'aube de la révolution numérique. C'est comme avec les ampoules. Parce que moi, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est comme c'est si que on était en 1922 et qu'on venait d'inventer l'ampoule et qu'on se posait. Carrément. Mais bien sûr, on est juste au début de cette révolution numérique. Et en fait, c'est pour ça que maintenant, je pose cette problématique de la gouvernance parce qu'elle n'a pas été posée. Et en fait, c'est au cœur des transitions. Pascal. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous êtes dans En fait, moi, ce qui m'inspire, alors moi, je fais le parallèle par rapport au secteur de l'immobilier que je connais que depuis à peu près 3 ans maintenant. C'est que le secteur de l'immobilier est en train de se digitaliser à vitesse grand V, qu'il connaît maintenant la disruption du digital. Le digital s'est invité sur d'autres secteurs et il les a disruptés. Et là, le digital arrive sur le secteur de l'immobilier et va le disrupter de la même manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit que la valeur d'un bâtiment, c'est la beauté de l'ouvrage d'art, sa localisation, mais également sa dimension servicielle, donc tout ce qui peut amener comme service aux occupants. Et cette dimension servicielle, c'est le digital. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On déploie tout un tas d'infrastructures qui vont générer de la data. Et de la petite expérience que j'ai aujourd'hui sur justement tout ce qui est smart dans le bâtiment, c'est que le secteur de l'immobilier appréhende la technologie, on va dire, comme un nouveau jouet, quelque part, comme un nouvel asset. Mais le secteur de l'immobilier a bien compris qu'il y avait un sujet sur cette histoire de gouvernance de la data. C'est-à-dire, où est-ce qu'on va la stocker ? Qu'est-ce qu'on peut faire de cette data ? Parce que on peut améliorer des services, on peut faire des choses prédictives, on peut rendre de plus en plus autonome le bâtiment. Et en même temps, si on ne se protège pas, si on ne maîtrise pas cette gouvernance, on peut se créer des failles et rendre le bâtiment quelque part même dangereux. Fragile et fragile. Et fragile, absolument. Dangereux et fragile. Alors, on va creuser parce que ça, c'est hyper intéressant. Quand vous dites dangereux, par exemple. Dangereux, c'est simple. Si vous avez quelqu'un de mal intentionné qui rentre sur le pilotage du bâtiment, vous bloquez un étage, vous montez la température à 50 degrés, vous bloquez l'ascenseur. Si vous voulez mettre un peu d'ambiance, vous fermez les stores et vous créez un phénomène de panique. Ah oui. Ah oui. Et c'est facile à faire. Ah oui. Et c'est facile à faire. Et c'est facile à faire. C'est un peu comme dans les films, on voit le mec qui prend le contrôle de l'ascenseur et qui peut faire chuter l'ascenseur. Exactement. Qui peut, par exemple, arrêter les chauffages et puis faire en sorte que les gens aient froid, couper la lumière. Mais c'est ce qu'on va faire. Bloquer les portes. C'est exactement ce que l'on va faire, puisque, comme vous le savez, le secteur tertiaire aujourd'hui dans l'immobilier, c'est 44% des dépenses énergétiques nationales. Le secteur tertiaire aujourd'hui ne bouge pas. Enfin, je veux dire, tout le monde veut faire des économies. Le secteur tertiaire ne bouge pas, mais va devoir bouger très, très, très vite. Très vite, exactement. Donc, une accélération très forte sur le digital. On va arriver potentiellement à ce type de déviance. Et qu'est-ce qu'on va faire pour finalement faire en sorte de faire des économies sans traumatiser les occupants des bâtiments ? On va traiter l'efficacité énergétique des bâtiments en fonction de l'usage des bâtiments. C'est-à-dire les bâtiments, quand ils seront vides, on ne les chauffera pas ou on ne les climatisera pas, on ne va pas les éclairer. Donc on fera des économies d'énergie sans pénaliser les occupants. Donc déjà, vous voyez, on sait couper, on sait ralentir le système bâtimentaire.
Eh bien, de la même manière, Et tout ça est pilotable en plus de n'importe où, à distance, évidemment. même à plusieurs dizaines, milliers de kilomètres sans aucun problème. Il suffit d'avoir une bonne connexion, quoi. Et il suffit, vous savez, les hackers, les organisations de hackers, les organisations criminelles qui tournent autour de ça, elles gagnent plus d'argent en faisant du hacking qu'en faisant du trafic de drogue. Hein. Donc, vous savez, c'est facile de choisir son camp. C'est beaucoup moins dangereux d'être hacker à partir de la Chine ou à partir du pays de l'Est ou des États-Unis. Et d'ailleurs, ils sont très ouverts d'esprit, vous savez, les hackers, on les appelle les hackers ouverts, mais... non, mais c'est exactement. Je comprends complètement l'idée. Pascal, je comprends complètement l'idée. Et ce que je me dis quand je vous écoute, un peu à l'instar de ce que nous dit Emmanuel, c'est il y a très peu de gens qui ont conscience de ça, quoi. C'est ignoré. Pascal. Oui, c'est ignoré. Vous êtes d'accord que les usagers n'ont pas conscience de ça dans les immeubles, même vos clients peut-être certains. Alors, les grands groupes, si. Si. Les grands groupes qui ont une dimension, enfin, je veux dire, qui sont opérateurs d'infrastructures vitales dans le pays, bien sûr, qui sont conscients de ça, parce que nous comptons les équipes. Ils nous demandent mécaniquement de sécuriser nos plateformes avec des contraintes très strictes. Mais d'une manière générale, voilà, on n'a pas compris en fait que le bâtiment et le cyberbâtiment qui en découle doit être aussi sûr que le bâtiment physique. Ça, cette dimension-là n'est pas encore complètement appréhendée. Emmanuel. Oui, en fait, on a raison de parler de la crise énergétique qui arrive, car déjà, je souhaite te le dire ici à l'antenne, cette crise énergétique, il y aura un avant et un après. Et l'après sera totalement différent de l'avant. On va assister en une période. Tu me disais que j'étais un cassante. Je ne suis pas un cassante, mais effectivement, je pense que je vois certaines choses. Il y a des personnes là, qui n'ont pas du tout conscience sur la crise ça. énergétique, tout le monde comprend un petit peu que maintenant ça va changer parce que les factures vont commencer à augmenter. Mais clairement, elle ne s'arrêtera pas le 1er mai. Ça, c'est sûr, parce qu'il y aura de toute façon, il y aura des périodes de chaleur, puis on va pas trouver du gaz tout de suite. On va chauffer, puis climatiser. Voilà, on va climatiser. Donc, de toute façon, on rentre dans une nouvelle période, mais qu'on ne sait pas anticiper, qu'on n'a pas anticipé, qu'on ne sait pas prévoir, car on va assister à un basculement fondamental de notre économie et de nos modes, et on va être obligé de remettre en cause nos modèles économiques et modèles de vie. Ça ne sera pas durable. Donc, je souhaite le rappeler ici. Donc, il y aura un avant et un après crise énergétique. Par contre, le vrai sujet, c'est qu'on n'est pas prêt. Pourquoi ? Parce qu'on a mis des systèmes d'automatisme dans les bâtiments. Si je parle du bâtiment, on a mis de l'OT, mais la partie, elle n'est pas reliée avec de l'IT, c'est-à-dire qu'on ne sait pas gérer toutes les données. C'est Operational Technologies. D'accord. Les technologies, les automatismes. Les automatismes. Voilà. Et ces automatismes devraient être plutôt de l'intelligence. Exactement. D'accord. Donc en fait, un automatisme qui devient finalement, c'est une forme de machine learning qui fonctionnerait de façon intelligente. IT, d'accord. Voilà. Donc en fait, on va pas mettre une personne derrière chaque automatisme. Et puis ça ne marche pas. Oui, il faut bien relier, croiser les données. Et il faut aller bien les tirer. Mais non, on ne sait pas croiser les données parce que ces données, elles sont silotées. Et elles sont silotées déjà par métier, l'éclairage, le chauffage, la sécurité, l'entretien. Donc on ne sait pas, les bornes de recharge, enfin bref. Et ensuite, par stakeholders, par acteurs, c'est-à-dire le propriétaire, les locataires, les prestataires de services. Donc en fait, aujourd'hui, il n'y a pas cette gouvernance de la donnée. Donc comme l'expliquait Pascal, l'urgence aujourd'hui, c'est d'avoir une infrastructure numérique mutualisé, c'est ce que je portais à la SBA, et un système de gouvernance de la donnée avec une gestion de la donnée centralisée, multi-acteurs et multi-métiers. Et ça n'existe pas. Et c'est mon combat aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai notamment quitté la SBA pour porter ce combat en dehors des intérêts de certains industriels qui n'auraient pas forcément le même intérêt à libérer leurs données. Pourquoi ? Parce qu'en fait... ça les arrange pas, visiblement. Ça les arrange pas, parce qu'en fait, ils ont... C'est un problème de transparence ? C'est un problème de modèle économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils estiment... ils ont la volonté de faire du business sur des données qui seraient, entre guillemets, exclusives, alors que la donnée, par essence, elle doit être un bien commun, partagé.
Mais par contre, il faut définir les conditions d'exploitation de ces données entre le producteur, le diffuseur et l'utilisateur. Mais est-ce que ça revient à dire qu'il ne faudrait pas qu'elles soient monétisées? Il faut qu'elles soient monétisées. Alors que, je vous donne un exemple pour que les auditeurs comprennent. Aujourd'hui, un opérateur vient t'apporter chez toi un service d'efficacité énergétique ou plutôt d'effacement énergétique en disant c'est gratuit. Et aujourd'hui, il y a des offres qui existent d'effacement énergétique gratuit. Donc, on va mettre des systèmes chez toi. D'accord ? Donc, ça ne te coûte rien. Mhm. Et puis, à la rigueur, tu pourras utiliser ce système peut-être pour faire un petit peu d'efficacité énergétique. Et en tous les cas, ça permettra, si tu mutualises ce système à 1 million d'habitants, ben forcément, tu vas pouvoir peut-être éviter de démarrer une centrale nucléaire, enfin une centrale à charbon. Cependant, les objets connectés qui seront installés chez toi, ils utilisent ta donnée. Donc, par essence, cette donnée, elle doit être partagée. Et donc, toi, ça ne doit pas être gratuit, mais tu dois être intéressé au business qui va être fait sur cette donnée. Ça reste quand même assez complexe. Hein. Bah, c'est-à-dire que le système est vicié. Excuse-moi, le système aujourd'hui est vicié et il faut rétablir. Comment retrouver en fait une linéarité, on va dire une certaine visibilité, parce que c'est quand même assez complexe. Hein. C'est ce vers quoi on va. Alors peut-être, il y a peut-être une phase intermédiaire qui consisterait tout simplement à déployer des plateformes intelligentes dans les bâtiments pour faire en sorte que ces bâtiments, ils fonctionnent, en tout cas ils dépensent de l'énergie quand il y a des occupants dedans. Voilà. Tout simplement. On va commencer par le début. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Tout le monde est en train de s'émouvoir en disant, ben voilà, il y a une crise énergétique. Oui, c'est une crise. L'avant et l'après seront différents. C'est plutôt une disruption qui va se produire, plus qu'une crise énergétique. Hein. C'est une disruption énergétique, comme on a eu une disruption sur le mode de travail, avec l'hybridation des modes de travail, avec le Covid. Là, c'est exactement la même chose. Et donc, il va falloir déployer des plateformes qui vont opérer les bâtiments quand les gens seront dedans, tout simplement. Et piloter l'efficacité énergétique en fonction de l'usage, tout simplement. Eh bien, on a aujourd'hui la capacité de le faire, puisque des sociétés comme Cardam Digital existent. Nous, c'est notre métier. On a des clients qui en sont très conscients, et on a aussi des clients qui se posent encore la question. Ouais. Est-ce que je mets un operating system, parce qu'en fait, on parle de ça, est-ce que je mets un operating system dans mon bâtiment comme tu as un operating system dans ton téléphone ? Bien sûr. Voilà, en fait, je rappelle pour les auditeurs qu'aujourd'hui, on parle de smartphone parce qu'il y a un operating system dedans. Aujourd'hui, on parle de smart building, mais à défaut, parce qu'en fait, on doit parler... Il n'y a pas d'operating system. Et donc, si tu n'as pas d'operating system, tu n'as pas la capacité de déployer des applications servicielles qui vont permettre justement de gérer correctement d'avoir un système qui va gérer correctement les données et donc de déployer des applications servicielles. Sur l'iPhone, par exemple, si je prends l'iPhone, il y a un Apple Store qui permet de télécharger des applications qui peuvent modifier plein de choses. Voilà. De la lumière, de la facilité, même de l'ouverture à distance. Voilà. Il y avait un je ne sais pas si vous vous rappelez, le Lockitron là, qui était venu en France. Le Lockitron, c'était un système d'ouverture de porte à distance. Donc on avait un Lockitron à la maison, tu as un gars qui vient, tu ne peux pas rentrer chez toi parce que tu peux pas, tu es trop loin, il doit te déposer un colis, tu ne veux pas qu'il le dépose chez toi, tu peux lui ouvrir la porte à distance et créer même un sas de sécurité, c'est-à-dire au-delà d'un périmètre sur lequel ça sonne, par exemple, donc il peut même pas, il dépose et il repart, etc. Je trouve ça extrêmement intelligent, mais à condition, effectivement, d'avoir une source. C'est vrai qu'aujourd'hui, si tu poses la question, par exemple, à un particulier, ou même nous, hein, est-ce qu'on pourrait vivre sans smartphone aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut l'envisager ? Moi, j'y arrive plus. C'est fini, ça. Aujourd'hui, il y a 4 milliards. Il y a tout dans ton téléphone. Oui, il y a toute notre vie dans nos smartphones. Et maintenant, de plus en plus jeunes. Hein, et c'est pour ça que je dis, moi, le digital, le numérique, la donnée est consubstantielle à l'être humain. C'est d'ailleurs intéressant. On devrait même faire une émission un peu sur cette idée. Moi, je me rappelle, j'ai eu mon premier téléphone portable, je devais avoir 26 ans, 27 ans, 28 ans, peut-être, à peu près. Et j'ai du mal à me rappeler comment je faisais avant. Ouais. Est-ce que quelqu'un s'en souvient quand même? Oui, tout à fait, quand même. Comme tu es beaucoup plus âgé que moi, je voudrais savoir. On perdait du temps. Non, mais comment tu faisais avant? Oui, on perdait du temps. Comment tu faisais avant? Avant, est-ce que tu pensais à ça?
Bah, Parce que ta façon de vivre, elle a été modifiée. Mais Oui, bien sûr. le besoin qui est né par le smartphone, Pascal, nous ne l'avions pas quand on ne l'avait pas. Mais qu'est-ce qu'aurait été... On vivait très bien. Ah non, bah, Qu'est-ce qu'aurait été la crise Covid si elle avait eu lieu 20 ans avant et si les gens n'avaient pas pu faire de télétravail? Ça aurait été un massacre. Ça aurait été un massacre, absolument. Ça aurait été terrible. Comment ça? Ben, si les S'il y avait technologies de s'il y avait télétravail, pas eu de smartphone, s'il n'y avait pas eu d'Internet, etc., s'il n'y avait comment pas eu aurait... d'internet et qu'il y aurait eu une épidémie à l'échelle mondiale, il y aurait On eu n'aurait beaucoup- pas pu se confiner. C'était On n'aurait pas pu, possible. on n'aurait pas pu se confiner, il y aurait eu beaucoup plus de morts. Bon, il y aurait eu beaucoup moins d'informations sur ces morts, mais on aurait été confiné en regardant la télé, en disant voilà, vous Non, pouvez mais plus non, sortir de non, chez non, vous. parce que, Non, non, parce que Attends. la vie serait arrêtée sinon. la vie. Non, il y aurait eu beaucoup plus de morts sans que ça se sache. Voilà. Et d'ailleurs, comme il y a eu la grippe espagnole, Je voudrais, siècle avant, je etc. voudrais- pardonnez-moi les gars, je voudrais pas dire, mais vous me faites sérieusement flipper quand même. Non, hein. non, c'est pas. Non, parce que dans ce que tu dis, il y a quand même. Attends, excuse-moi, Emmanuel. Dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui est de nature très anxiogène quand même. Je pense pas. Ce qu'il y a, c'est que je Est-ce dis. qu'on peut dire quelque chose de positif, du style tout ça, comment ça peut nous rendre plus heureux? Parce que ce que tu dis quand même, parce que ce que tu dis, en fait, c'est anxiogène, parce que c'est la vérité, hein, je précise. Hein. Non, je Ce dis que qu'on tu passera pas la crise. Enfin, on est en retard aujourd'hui. Mais ça fait 5 ans que j'alerte. Et là, on est dedans. Mais on est en retard parce qu'on n'a pas mis en place les infrastructures numériques. On n'a pas justement cette Oui. gestion de la donnée. Alors moi, Et donc, on va avoir des difficultés à piloter. Alors, moi, je pose une autre Mais- question. Il mais y a un par truc, contre, il y a un truc ça qui va s'appelle précipiter la il y a un truc transition qui s'appelle numérique. le Cloud Act. Hmm. C'est adopté par le Sénat américain, par le Congrès américain, qui dit toute société américaine, même si elle opère hors des États-Unis, a le droit j'ai le droit de rentrer de lui demander n'importe quelle donnée sans l'avis des utilisateurs. Donc un Américain style style Amazon, style Windows, style Apple, etc. Si j'utilise leur serveur qui héberge mes propres données, l'État américain peut taper dedans sans me poser la question, quoi. Non mais c'est vrai ou c'est faux ça? Alors, c'est vrai, bien sûr. Mais de toute façon... Donc ça veut dire qu'en fait, tous les serveurs aujourd'hui, tous les hébergements de données publiques, même de l'État, bah notre ami Biden peut taper dedans s'il veut, quoi. Alors bon, maintenant, il se passe des choses justement pour que tout ça n'arrive pas Il se passe quoi, alors sur la souveraineté de la donnée. Et je pense qu'il y a une grosse prise de conscience qui existe aujourd'hui, qui est en pleine accélération. Ça va changer quelque chose, Pascal? Ça va changer, je pense, quelque chose parce que on réagit toujours très vite en Europe pour se défendre. On n'a pas beaucoup réagi par rapport, on va dire, à la mise, au fait que les Américains aient mis la main sur le marché de l'IT depuis bien 30 ans. On est bien d'accord. On est bien d'accord, mais là... Le Cloud Act, c'est pas moi, c'est même moi qui suis une vraie truffe en matière technique. Je sais ce que c'est. Mais la guerre autres, cyber a toujours eu lieu et elle va s'accentuer de toute manière. Donc là-dessus, je pense que la conscience est réelle. Donc maintenant, ce qui va se passer par rapport à la disruption sur le marché de l'immobilier, c'est qu'il ne faut pas que cette disruption profite à des acteurs qui ne soient pas européens. Il ne faut pas que cette disruption profite à des... Parce qu'on parle beaucoup de start-up. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce mot de start-up et de nouvelles technologies, etc., qui viennent de je ne sais où. Il faut que cette évolution, cet après, profite à des entreprises françaises, en l'occurrence sur le territoire français, mais européennes, pour justement faire en sorte que la qualité de vie dans les bâtiments, avec toutes ces contraintes énergétiques, soit supportable, soit vivable, et qu'on continue à développer de la valeur ajoutée sur le secteur immobilier. Mais il faut que ce soit maintenant des boîtes françaises qui l'opèrent. Il ne faut pas que l'on crée... si on regarde d'autres secteurs, il y a quand même sur d'autres secteurs d'activité des champions français qui ont disparu depuis longtemps, tout simplement parce que ces prises de conscience-là n'ont pas été mises en œuvre. Là, aujourd'hui, on a les moyens de faire. On est face à un défi technologique qui est de rendre le bâtiment intelligent face aux défis énergétiques. On a des grands industriels en France, on a des ESN comme nous qui peuvent y répondre.
il faut que ce soit des acteurs français en France et des opérateurs européens en Europe qui le fassent, et pas d'autres. Vive la France. Exactement. Moi, je suis d'accord. Et là, ça me plaît bien. Et pour finir sur une note Ouais. positive. Et là, c'est politique. Non, mais on est d'accord. Bien sûr. Et Il a pour raison, Pascal. Bien hein. sûr, c'est ce que je porte depuis. C'est ça qu'il faut C'est faire. c'est patriotique. C'est C'est patriotique. pas politique, Absolument. c'est patriotique. Mais 1000 fois d'accord. C'est le digital C'est ça qu'il patriotic faut faire. act. On doit faire ça. Il faut arrêter. Absolument. Je suis d'accord. D'accord. Il faut faire de la politique, Pascal. Mais pour finir sur une note positive, Oui. si tu veux, à partir du moment où on a bien compris ça, ça veut dire que cette crise énergétique va accélérer la transition numérique de l'industrie immobilière et donc de la digitalisation du bâtiment. C'est inévitable, quoi qu'en disent certains acteurs. On va faire, grâce à ça, du high-tech, mais sur du low-tech. Ou du high-data sur du low-tech. C'est-à-dire, on va déployer cette fameuse infrastructure numérique, comme le parle, comme C'est le quoi dit, du et pas low-tech C'est quoi du low-tech, c'est-à-dire qu'en croisant les données, Mhm. on aura besoin de moins d'infrastructures, de moins de composants. D'accord. Je donne un exemple. Aujourd'hui, si tu rentres dans une Low-tech, salle... ça veut pas dire du bas de gamme, c'est Mais moins. non. C'est moins. Comme Dans on, l'eau- dans comme on l'eau, reste il y a en moins. silo et qu'on Moins. ne sait pas mutualiser, parce qu'en fait, on reste sur chacun veut déployer son infrastructure, ses composants pour aller chercher une donnée pour faire son business. Donc, on n'a pas cette interopérabilité, cette mutualisation des équipements. Là, à partir du moment où tu déploies d'abord cette infrastructure numérique pour tous les services, tu vas pouvoir mutualiser aussi les équipements. Par exemple, tu mettras un seul détecteur de présence, voire tu n'en mettras plus dans une pièce pour savoir s'il y a quelqu'un pour enclencher le chauffage, la lumière, pour la sécurité. J'en mettrai plus. Pourquoi ? Parce que. Parce qu'en fait, tu vas par croiser des nature- données. Parce que par nature, on saura qu'à cette période-là, il n'y aura personne. Soit ça, ou parce qu'en fait, tu auras croisé des données et tu verras qu'il n'y a personne. Par exemple, mais je te donne cet exemple du détecteur de présence, ça peut être plein d'autres exemples. Alors qu'aujourd'hui, tu te rends compte qu'on a déployé X infrastructures dans les bâtiments, l'un pour l'éclairage, l'autre pour l'informatique, l'autre pour le chauffage, etc., etc., et puis plein d'équipements. Donc ça, déjà, on va faire des bâtiments beaucoup plus sobres. Et ensuite, comme on sera capable de croiser ces données, parce qu'on aura cette fameuse gestion locale des données et gouvernance des données, ça va permettre de réduire la consommation énergétique en l'asservissant aux usages. Donc s'il n'y a personne, effectivement, ou moins de personnes, on va gérer. C'est d'optimiser les espaces. Donc au lieu d'être Donc, sur en des fait, bâtiments utilisés en fait- à 50%, c'est le cas aujourd'hui à la Défense, Donc, si j'ai voire bien 30%. compris, on va pouvoir, donc, dans l'interopérabilité, donc, tout transférer, effectivement, et tout imaginer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose de presque, quand tu dis prédictif, c'est-à-dire qu'en fait, on saura qu'à telle période, il n'y a personne, et on pourra mesurer des flux. Voilà. On est capable, en fait, d'identifier. Et donc, forcément, ça optimise le gain de productivité, ça optimise l'espace, ça optimise l'énergie. Ça se fera naturellement. Ça se fera naturellement. On pourra, C'est sûr gérer que- la qualité de l'air. Non, mais c'est sûr que moi qui viens, La productivité donc des personnes moi au qui viens travail. d'un autre siècle, je trouve que ça manque terriblement de poésie. Mais oui, terriblement de poésie, parce que c'est pas très poétique quand même. Hein. Mais des bâtiments vides, chauffés ou climatisés, ça manque de poésie aussi quand même. Mais là, il y aura un débat à faire là justement là-dessus. Allez, un adjectif positif pour qualifier ce débat. Qu'est-ce qui deviendrait comme ça spontanément de l'esprit, Pascal ? Un mot. Un mot, faut faire vite. D'accord. Faut se bouger. Secteur tertiaire, Bouger. il faut se bouger. Eh bien, moi, je prendrais un adjectif. Tu as demandé. C'est un adjectif. C'est partager. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'est pas dans une approche de partage, mais on voit bien qu'à 8 milliards d'habitants, on est obligé de partager les ressources et partager les données. Ouais. Donc, si on veut partager, faut se bouger. On est d'accord Voilà. là-dessus. Exactement. Et la donnée doit devenir un bien commun, et notamment dans le bâtiment. Voilà, ainsi parlait Emmanuel François. Voilà, Emmanuel François, vu que maintenant Monsieur François n'est plus Smart Building Alliance, tu es Senior Advisor, tu es De Urban Practice. de Urban Practice. AMO Smart. Voilà, Urban Practice, effectivement. Qu'est-ce qu'on aime les anglicismes dans ce pays, c'est incroyable. Urban Practice. Merci Emmanuel François. De rien. Et bien sûr, à Pascal Zerates, à mon avis, il y aura un débat à faire avec toi sur des sujets Avec plaisir. politiques, à mon avis, extrêmement intéressants. Patriotique. Voilà, et patriotique. Bien raison. Pascal Zerates, directeur général de Cardam Digital. Cardam, un poids lourd de l'industrie française en matière d'aménagement et pas que, mais aussi en architecture. On a eu le plaisir d'ailleurs
d'ailleurs de croiser notre ami, le CEO, le président de Cardam, Jean-François Couec, avec toujours beaucoup de plaisir. Voilà, on arrive à la fin de cette édition 2022 du CIMI. Il n'y a quasiment plus personne dans les couloirs. C'est normal. On va se retrouver certainement au CIMI en 2023, où on espère être tous en bonne forme. En tout cas, une chose est sûre, c'est que d'ici là, prenez soin de vous. On arrive aux périodes de fête et de fin d'année, l'heure des vœux, de se donner de bonnes résolutions. Voilà, partagez. C'est bien le sens de ce que nous dit notre ami Emmanuel François. Et comme disait Pascal Zératès, ainsi parlait Pascal Zératès, il faut se bouger. Donc faites du sport aussi pour justement aller vers ces éléments-là. Et en tout cas, on sera ravis toujours, bien évidemment, de vous revoir sur ces plateaux. Le podcast est disponible, comme d'habitude, sur toutes les plateformes qui vont bien. À très vite. Merci, messieurs. Le CIMI, le salon de l'immobilier d'entreprise. Faire de demain le plus bel endroit à vivre du 6 au 8 décembre 2022 au Palais des Congrès à Paris. En partenariat avec TK Elevator sur Radio Imo.